Bonjour, aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons parler de gentrification. Alors, gentrification, ça vient de gentry, la petite noblesse, ou l'embourgeoisement en anglais, et nous allons voir ce phénomène, d'abord de manière globale sur l'ensemble des villes, et puis ensuite nous allons voir quelques cas sur nos villes africaines. Alors en fait, si on définit très rapidement gentrification, c'est le remplacement dans un quartier d'une population par une autre population, en général plus élevée socialement. Alors cette transformation passe par l'habitat, mais peut également passer par l'espace public. C'est la transformation de l'habitat et la transformation de l'espace public. Donc on part généralement d'un quartier populaire qui, petit à petit, se transforme et qui fait place à une population socialement plus élevée. Donc on va passer des gens qui habitaient ces quartiers populaires à un autre profil socio-économique d'habitants qui petit à petit va venir dans le quartier et finalement chasser les populations les plus pauvres. Donc même si c'est vu comme quelque chose généralement plutôt de positif, même si aujourd'hui passablement de recherche nous montre le contraire, effectivement c'est un puissant moteur de ségrégation sociale. Donc si l'on voulait véritablement résumer, la définition, ce serait le remplacement au sein d'un quartier d'une population par une autre population au statut socio-économique plus élevé que la précédente. Alors généralement, dans la plupart des villes, le phénomène de gentrification est aussi un phénomène commercial. Il y a un changement de type de commerce qu'on va trouver au sein du quartier, qu'on va passer sur des commerces qui correspondent exactement et strictement à la population qui va y habiter. On va voir la disparition d'une série de commerces qui seront petit à petit remplacés par des commerces d'habits un peu plus luxueux, des petites épiceries, des choses comme ça. Donc on est vraiment, l'aspect commercial correspond exactement à l'aspect socio-démographique, socio-économique, puisque les magasins vont petit à petit s'adapter à cette nouvelle population. Alors la gentrification est un processus. Alors pour David Smith, elle est un processus collectif. C'est les pouvoirs publics et les immobiliers privés qui réinvestissent à un moment donné les centres-villes. Pour David Ley, c'est une décision individuelle et c'est une classe de population émergente qui finalement décide d'investir ou de réinvestir des quartiers en fonction des opportunités qu'ils avaient. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a un réel attrait, un réel potentiel, attrait, une réelle volonté des pouvoirs publics, puisque ces phénomènes de gentrification sont aussi les quartiers qui deviennent le plus à la mode, si on peut s'exprimer ainsi. Donc on va voir dans les villes, finalement, que même si, comme le dit David Ley, c'est des situations individuelles d'abord, des choix individuels, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une forte pression des pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que cette rénovation urbaine fait que les quartiers centraux redeviennent des quartiers où il fait bon vivre et deviennent les quartiers touristiques où l'on attire des gens du monde entier. Voilà. Donc c'est à la fois le processus de gentrification est à la fois pour les habitants et par les habitants, mais il permet aux autorités de faire de la rénovation urbaine. C'est pour ça qu'on part à un moment donné de l'habitat et qu'on arrive sur l'espace public qui lui aussi est réaménagé. Alors, on est avant tout sur les quartiers centraux, c'est le réaménagement, la redécouverte des centres-villes qui font que les gens viennent s'installer à nouveau. Donc on a eu un phénomène où, je dirais que les bourgeois, la noblesse, a quitté les centres, les classes socio-économiques élevées ont quitté les centres et petit à petit reprennent place dans les centres-villes. Mais le phénomène de gentrification aujourd'hui se voit au-delà des quartiers centraux. On trouve des quartiers périphériques, des quartiers d'anciennes fabriques qui tout à coup sont repris, restructurés par une nouvelle génération d'habitants qui transforment forcément ces quartiers et qui en font leur lieu de vie. Lorsque l'on parle de gentrification, il y a deux thèses qui s'affrontent. Ce serait un phénomène économique ou alors ce serait un phénomène culturel. Phénomène économique, pourquoi ?
Parce qu'en fait, les gens qui vont s'installer dans les quartiers seraient motivés par le gain, en tout cas ce qu'on appelle les différentiels de loyer, donc finalement ce seraient des calculs rationnels économiques qui feraient que les gens vont dans des quartiers où les loyers sont moins chers, et puis on pourrait avoir une stratégie individuelle, finalement, de dire la possibilité d'aller dans des quartiers où c'est moins cher, ou alors des stratégies collectives en disant je vais aller dans ces quartiers, et le fait que nous allions tous dans ce quartier va faire augmenter les prix, et je pourrais ainsi faire une plus-value foncière. Donc on est sur les questions de plus-value, de différentiel de loyer, le fait même qu'on ait une nouvelle génération d'habitants, économiquement plus forte que la précédente, va forcément, de fait de la rénovation également, faire augmenter les prix des loyers, et donc faire augmenter le prix des biens immobiliers. Donc la question foncière, on revient dans nos villes africaines, est fondamentale dans ce processus. Alors ça, c'est la première thèse, c'est de dire, c'est finalement une question foncière, une question de plus-value foncière, donc une question économique. L'autre thèse, ou hypothèse, serait que la gentrification est un phénomène culturel. Donc c'est finalement un certain nombre de gens, de pionniers qui veulent vivre dans des quartiers différents, avec une ambiance différente, une population qui, avec leur mode de vie, désire trouver un cadre de vie dans lequel ils puissent s'épanouir. Donc on a toute une histoire de ce qu'on appelle les pionniers, les premiers arrivants dans ces quartiers populaires. Alors ça peut être pour des raisons artistiques, finalement, on trouve un atelier, on trouve des types d'habitats qu'on n'a pas dans les autres quartiers. On a une ambiance, on a des choses comme ça qui sont du domaine soit du sensible, soit du culturel, mais ce serait ça qui finalement ferait que des premiers habitants arrivent, des premiers gentrificateurs, dirons-nous, et puis que petit à petit, le quartier se transforme. Bien sûr, comme toujours, quand il y a deux thèses, il y a une troisième option qui est le mélange des deux. On est certainement plus proche de la réalité, où à la fois, il faut un mélange de gentrificateurs, d'attraits culturels pour tel ou tel quartier, et aussi, finalement, l'idée de pouvoir faire une action économique grâce au différentiel de loyer. Donc, c'est sans doute un peu plus compliqué que les deux thèses comme on les a vues de manière séparée, et les choses peuvent très bien s'intégrer. Les mêmes personnes peuvent également, au même moment, avoir des aspirations culturelles, de mode de vie, mais aussi trouver intéressant la plus-value qu'ils vont réaliser en allant habiter dans tel ou tel quartier. Alors la gentrification est un phénomène qu'on va retrouver sur l'ensemble de la planète. Toutes les villes sont soumises à ces mêmes conditions. Alors vous me direz, il y a quelques exceptions peut-être par-ci par-là. Toutes petites villes sont moins soumises à ce phénomène. En Afrique, c'est strictement et exactement la même chose. On va trouver de Dakar à Djibouti, de Casablanca à Johannesburg, exactement les mêmes phénomènes. Prenons l'exemple de Dakar, où il y a une réappropriation totale et récente du centre-ville, ancien centre-ville colonial, fait de petits îlots avec de petites maisons sur ces îlots. On avait un centre colonial assez classique, avec lotissement, des petites maisons dans des grands jardins, et petit à petit, comme on le voit sur cette photo, on va détruire l'une après l'autre les différentes parcelles, les petites maisons, pour y installer des immeubles beaucoup plus grands, comme on voit ici. Alors souvent, dans les phénomènes de gentrification, il y a la donnée patrimoniale qui entre en jeu. Bon, on va plutôt rénover du patrimoine. Là, on est dans un phénomène tout à fait différent, où on va casser totalement le patrimoine existant pour mettre quelque chose d'autre à la place. Donc là, la donnée économique est extrêmement importante, puisque on va finalement faire une plus-value foncière incroyable. On va passer de une petite maison, un petit appartement, à des immeubles de plusieurs étages où on pourra accueillir 10, 12, 15, 20 appartements. Donc, il s'agit aujourd'hui, pour le centre-ville de Dakar, d'un type un peu particulier de gentrification, puisque
il se base avant tout sur la thèse économique où on cherche à réinvestir le centre-ville. Une nouvelle population va aller s'y installer. Donc ça, on est dans notre définition très claire de la gentrification. Mais ce n'est absolument pas pour des raisons culturelles, ce n'est pas pour une ambiance du centre-ville, puisque cette ambiance particulière est aujourd'hui totalement détruite. Sur cette image, on voit un ancien hôtel et un nouvel hôtel. L'ancien hôtel, bâtiment avec des tuiles, bâtiment ancien, colonial, et à côté, la version contemporaine, actuelle, de ce qu'on imagine comme étant un hôtel aujourd'hui au centre-ville de Dakar. Alors par rapport aux autres phénomènes qu'on pourrait voir dans des grandes villes un peu partout à travers le monde, c'est vraiment cette question du patrimoine qui aujourd'hui fait totalement défaut à Dakar, puisqu'on va petit à petit détruire les hôtels, le petit comme vous allez le voir, en espérant qu'il reste encore quelques années, mais ces maisons-là, ces hôtels-là, ce patrimoine-là va finalement laisser sa place à des modèles un peu plus internationaux. Autre phénomène de gentrification, c'est qu'on commence petit à petit à ouvrir les grandes voies. On voit que les boutiques, les magasins, là on est sur le boulevard Ponty à Dakar toujours, on voit que les enseignes commencent à devenir un petit peu différentes et on va retrouver de plus en plus les mêmes enseignes que l'on retrouvera dans toutes les grandes villes, de San Francisco à Barcelone, de Pékin à Dakar. Là, c'est un phénomène qui est mondial où petit à petit, il y a une sorte d'unification par les enseignes, d'unification par les magasins qui s'installent et on finit par retrouver les mêmes produits qu'on trouve un peu partout dans le monde. Phénomène intéressant ici, c'est qu'on n'est pas encore allé jusqu'au bout de ce phénomène de gentrification et on est encore un petit peu en train de chercher les règles. On le voit, on a de larges trottoirs où habituellement on pourrait imaginer que les gens marchent sur ces trottoirs, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en principe, c'est impossible de marcher parce que même si le trottoir est vide, vous l'avez vu, il n'empêche pas les gros 4x4 de se garer en travers. Donc, ce qui veut dire que finalement, les piétons sont relégués sur la voirie et les voitures se parquent, stationnent sur des trottoirs. Une autre image qui montre la même voiture, la même chose. On a ici les trottoirs qui, je dirais, au nom de la gentrification, même si c'est pas comme ça dans le discours politique, mais finalement, on a voulu nettoyer un peu ce centre-ville. On a coupé les arbres. Regardez, toutes les couronnes des arbres ont été massacrées. Et puis, on a voulu finalement donner plus d'espace, ce qui est tout à fait légitime et bien, mais on a enlevé tous les petits marchands qui avaient leurs étals. Donc, ce qui faisait finalement l'ambiance du quartier a été enlevée. On a laissé de larges trottoirs pour que les gens puissent déambuler, mais comme on n'a pas encore osé déplacer toutes les grosses voitures qui stationnent sur les trottoirs, on n'a strictement rien gagné pour l'instant. On voit que le processus est en marche, mais qu'il n'est pas tout à fait terminé. Exemple très connu, alors, en principe, quand on parle de gentrification, on parle bien sûr de New York aux États-Unis, et puis on prend toujours le même exemple qui est l'exemple de quartier des artistes. Alors on a une quantité d'artistes qui se sont retrouvés à Soho il y a quelques dizaines d'années. Pourquoi? Parce qu'il y avait des grandes fabriques, des grands entrepôts qui se vidaient petit à petit et il y avait une possibilité de louer des énormes lofts, des énormes ateliers d'artistes pour très peu cher. Une fois qu'on a trouvé tout le monde à Soho, c'est devenu le quartier à la mode et finalement ils ont migré sur ces parties-là de New York qui sont les quartiers de Chelsea où là aussi on a trouvé de nouveau ceux qui n'avaient plus les moyens de rester à Soho sont allés
à Chelsea. Et puis petit à petit, le fait que tout le monde arrive dans ce quartier, ça l'a gentrifié et c'est devenu très cher. Donc on a migré aujourd'hui ici sur Brooklyn, qui devient le quartier entre guillemets à la mode. Et de ce fait, les prix des loyers augmentent et bientôt on verra une gentrification qui ira on ne sait pas où, mais on trouvera de nouveaux quartiers. Donc on voit qu'on n'est plus forcément sur du centre-ville, mais que ce phénomène peut se répéter petit à petit. Et puis finalement, comme nous l'avions au centre de Dakar tout à l'heure, un certain nombre de gens qui aujourd'hui habitent ce centre-ville dans des très vieux appartements, dans des petites maisons coloniales, sont de fait chassés, volontairement chassés, mais économiquement chassés, pour remplacer par des immeubles avec des appartements. Et ces appartements-là seront suffisamment chers pour que l'ancien habitant n'ait pas les moyens de pouvoir y vivre. La Havane reste un des cas classiques, un petit peu différent tout de même, puisque on a un système où l'État est extrêmement présent, mais petit à petit, le privé est en train de coloniser tous ces logements sur le Malecon, et on va se retrouver dans une situation où finalement, on avait toute une population qui vivait entassée dans ces logements, et d'ici quelques années, on peut faire l'hypothèse, on peut prendre le pari que toutes ces populations seront remplacées par de riches Cubains ou des étrangers qui auront finalement réussi à acheter tous ces logements. Autre image, on voit qu'il y a un potentiel important. Au premier plan, très beaux immeubles, le patrimoine. Donc là, on a encore un peu de conscience que le patrimoine est plutôt un atout et ne doit pas être détruit. Mais petit à petit, on va rénover ça. Et puis, c'est tout à fait une structure socio-économique différente qui prendra place. Là, on est déjà au centre de la Havane, on voit que les bâtiments ont été rénovés, on voit que l'espace public aussi, donc là, le processus est achevé, et il ne vit là que des touristes, finalement, ou des grandes structures, ou des gens qui ont les moyens de pouvoir vivre dans ces centres-villes. Donc à travers 3 villes, on voit qu'il y a des stratégies différentes, liées au foncier notamment, liées au patrimoine. On voit que Dakar fait fi de son patrimoine. La Havane essaie de construire un peu plus avec le patrimoine en se disant que le tourisme arrivera pour voir ce patrimoine aussi. Donc c'est un atout touristique, même si on n'est pas sûr que l'habitant de La Havane aujourd'hui soit très sensible par rapport à ce patrimoine. Il n'empêche que les autorités, elles, sont très sensibles et souhaitent le garder pour en faire quelque chose, un argument touristique. Voilà. On a plein de processus, on a des situations extrêmement différentes. Si on est avec les artistes à Soho, à Chelsea, à Brooklyn, en plein New York, si on est à La Havane, si on est à Dakar, c'est des situations, on en est conscient, extrêmement différentes. Mais le processus est strictement le même. C'est un processus de gentrification qui va chasser la population les plus pauvres pour les remplacer par une population un peu plus riche. Et ça doit nous interroger, puisque ces populations, c'est elles qui finalement vont devoir aller de plus en plus loin dans les quartiers périphériques. Donc on a finalement un phénomène qui rejette les pauvres en périphérie et qui fait que les centres-villes sont certes extrêmement sympathiques pour le touriste, pour le visiteur, où on est dans des conditions, tout a été rénové, tout a été repensé, mais pour l'habitant de la ville, c'est finalement l'habitant qui, pendant des décennies, a pu loger au centre-ville, est finalement repoussé sur la périphérie. Le meilleur exemple est sans doute Londres, où les populations les plus pauvres sont le plus loin possible des lignes de transport et du centre-ville. Et que le centre-ville aujourd'hui, à Londres, n'est habitable que par une population extrêmement riche. Si on fait le parallèle sur un certain nombre de villes, alors les centres-villes dans les villes africaines ne sont pas tous dans un processus de gentrification. Pourquoi ? Parce qu'il y a une classe supérieure qu'on trouve à Dakar qui veut habiter ces centres-villes qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les villes. On a encore dans certaines villes africaines des habitants
riche qui veulent habiter en périphérie. Dans d'autres, on a déjà un retour. Et lorsqu'il y a le retour au centre, on a ce phénomène très clair de gentrification. Je vous invite à regarder dans vos villes, autour de vous, quelles sont les mutations qu'il y a eu, les changements d'enseigne, les nouveaux restaurants, les nouvelles mesures pour l'espace public, les nouveaux arrivants, le nouvel immeuble qui a été construit, l'autre rénové, et vous verrez comme ça tous ces processus qui se déroulent constamment sous nos yeux. Voilà, c'était notre cours sur la gentrification. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.